C'est la période des fêtes de fin d'année. L'ambiance s'installe peu à peu dans nos villes et villages à l'approche de Noël et du Nouvel An. Malheureusement, il s'agit aussi d'une période associée à une hausse d'actes d'insécurité. Afin de permettre à tous les citoyens de passer ces moments dans une bonne atmosphère de fête, le gouvernement compte renforcer la sécurité. Ainsi, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile lance une opération de sécurisation dénommée Kéligou sur l'ensemble du territoire national. Ce dispositif comprend des actions de police administrative et judiciaire, incluant des opérations coup de poing et de contrôle de zone, ainsi que des patrouilles de sécurisation et de proximité de jour comme de nuit, puis des contrôles d'identité et de routiers. L'autorité signale également que cette opération pourrait conduire également à des interpellations pouvant conduire à des gardes à vue. Par ailleurs, il est aussi demandé aux citoyens de signaler toute situation suspecte ou tout individu au comportement inhabituel en contactant les unités de police ou de gendarmerie. Les fêtes de fin d'année, bien que synonymes de moments de joie et de réjouissance, présentent des risques sanitaires importants. Face à une recrudescence d'indigestion et d'intoxication alimentaire rapportée après des périodes festives, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique du Togo invite à la vigilance. Ces problèmes sont souvent liés à des comportements tels que la consommation excessive d'alcool, de produits riches en sucre, d'aliments avariés ou mal préparés. Le ministère recommande donc une alimentation responsable en privilégiant les fruits et légumes bien lavés, les repas équilibrés, une réduction des quantités de sel, de sucre et d'huile et une bonne cuisson des aliments. Ces mesures, bien que simples, permettent de prévenir des maladies chroniques comme l'hypertension et le diabète, ainsi que des complications digestives. L'hygiène personnelle est également primordiale, notamment le lavage régulier des mains pour limiter les risques de maladies diarrhétiques comme le choléra. Outre la santé, la sécurité routière reste une priorité. Le ministère rappelle les dangers de la conduite en état d'ébriété, la nécessité de respecter les limites de vitesse et d'assurer le port du casque pour les motocyclistes. Maintenir un environnement propre est aussi essentiel pour lutter contre les maladies vectorielles comme le paludisme et la dengue. Ces mesures de prévention, si elles sont respectées, permettront à tous de célébrer les fêtes dans la sécurité et la sérénité. L'économie togolaise maintient son cap avec une croissance projetée à 6,3% en 2024 selon les conclusions de la dernière session annuelle du Comité national de crédit CNC. Le Togo, qui avait projeté un taux de croissance économique de 6,6% pour 2024 après 6,4% en 2023, a dû revoir cette prévision à 6,3% en raison d'une consolidation moins soutenue que prévue dans les secteurs secondaires et tertiaires. La croissance économique du Togo maintient son niveau grâce à trois aspects. Des progrès notables ont été enregistrés au niveau de l'inflation où le taux moyen a baissé à 3,4% à fin septembre 2024 contre 5,7% sur la même période en 2023 grâce à la baisse des prix des produits alimentaires sur les marchés internationaux et la stabilité des prix des carburants. Ensuite, la dette publique qui reste également maîtrisée, représentant 64% du PIB à fin juin 2024, renforçant ainsi le cadre macroéconomique favorable au développement. Et enfin, le financement de l'économie qui a progressé en 2024, témoignant de l'engagement des banques et des institutions de microfinance à accompagner la croissance. 645 milliards de francs CFA de nouveaux crédits ont été octroyés par les banques au cours des 9 premiers mois, soit une hausse de 10% par rapport à 2023. Les microfinances ont accordé 218 milliards de francs CFA, un niveau stable par rapport à l'année précédente. Les financements par facturation à crédit bail ont également connu une progression significative avec des hausses respectives de 37,5% et 22%. La stratégie de la CEDEAO va-t-elle évoluer après le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso du bloc régional? Cette décision soulève de nombreuses questions sur l'avenir de l'organisation. Ces pays sous régime militaire dénoncent l'incapacité de la CEDEAO à les soutenir face à leur crise sécuritaire. Je pense que les menaces et les ultimatums ne peuvent pas aider à faire revenir ces pays. Ce sont des pays très importants pour l'économie et la sécurité de la région. Il est donc nécessaire de trouver un compromis et des moyens plus diplomatiques pour les ramener au bercail, au sein de la famille.
D'après Patrick Agbambou, ces pays reprochent à la CEDEAO de favoriser l'ingérence extérieure. Ces trois États n'ont pas l'intention de quitter la CEDEAO. Ce qu'ils essaient de faire, c'est une révolution extrême, parce qu'ils estiment que certains pays extérieurs au continent contrôlent leur économie, leur politique et tout le reste. Ils ne veulent plus de cette situation. Ils pensent qu'ils utilisent la CEDEAO pour leur tordre le bras, les faire chanter. C'est ce qu'ils croient. Ils croient fermement que plus la CEDEAO continuera dans cette voie, plus ces gens résisteront à ces tentatives. Patrick Agbambou estime que les sanctions économiques et les menaces militaires n'ont fait qu'aggraver les tensions. Ce sont des militaires et ils considèrent déjà que leur position est supérieure. Si vous arrivez avec une approche brutale, ils répondront « Très bien, faites ce que vous voulez ». Au fil des ans, on a vu qu'ils tiennent bon malgré les menaces d'intervention militaire. Vous ne pouvez pas simplement entrer et commencer à bombarder les populations. Les menaces comme la fermeture des frontières par le Nigeria, les boycotts ou encore la coupure de l'approvisionnement en énergie font partie des erreurs commises par la région. Un départ aux conséquences majeures. Ces trois pays préparent une nouvelle alliance et quitteront officiellement la CEDEAO en janvier. À Yangshuo, en Chine, un architecte sud-africain redonne vie à des bâtiments anciens tout en préservant leur héritage culturel. Arrivé en 2020, Ian Hamilton tombe sous le charme des trésors architecturaux. En 2010, il s'installe dans le village millénaire de Juxian et découvre ces bâtisses abandonnées. L'Afrique du Sud n'a pas beaucoup de vieilles maisons. Lorsque je suis arrivé à Yangshuo, j'ai vu ces magnifiques bâtiments, parfaitement adaptés à la vie de la population locale, au climat et à l'environnement. Les habitants ne voulaient pas y vivre et en construisaient de nouvelles. Mais en tant qu'architecte passionné, je pense que ces maisons sont non seulement belles, mais aussi bien construites. Elles méritent d'être préservées. Le premier projet d'Hamilton, une maison en ruine qu'il a restaurée en un espace fonctionnel, a surpris les villageois, d'abord sceptiques. Il a dit qu'il restaurait nos vieilles maisons, mais nous ne l'avons pas cru au départ. Aujourd'hui, Hamilton a réhabilité 6 bâtiments, les modernisant sans les dénaturer. Ces anciennes bâtisses, aujourd'hui des hôtels de charme, sont le symbole d'une alliance entre tradition et renouveau. À moins d'un mois de l'inauguration de Donald Trump, plusieurs universités américaines conseillent à leurs étudiants étrangers de revenir sur leur campus avant le 20 janvier. L'inquiétude, le rétablissement des restrictions de voyage qu'il avait imposées durant son précédent mandat. Jack Lee, un étudiant chinois en Californie, dévoile ses préoccupations. Nous savons ce qui s'est passé sous la dernière administration. Je viens de Chine et je sais que Donald Trump a imposé des restrictions aux étudiants chinois, en particulier pour ceux qui étudient des matières sensibles comme les STEM. J'ai réservé mon billet de retour il y a quelques mois, alors ça ne me concerne pas. Je serai de retour avant le 20 janvier. Craignant des retards aux frontières, les universités comme Harvard et MIT ont renforcé cet appel. Elles craignent des mesures restrictives pour leurs étudiants en provenance de pays comme la Chine, l'Iran ou l'Irak. Il faut noter que ces restrictions pourraient avoir des répercussions économiques importantes affectant à la fois les étudiants et les institutions. Après la sortie controversée de Donald Trump sur le canal de Panama, le président panaméen José Raúl Mulino a réagi avec fermeté. Il a affirmé que la souveraineté du canal est non négociable, une réponse directe qui marque sa position face à toute tentative d'ingérence. Chaque mètre carré du canal de Panama et de ses environs appartient au Panama et continuera d'appartenir au Panama. La souveraineté et l'indépendance de notre pays ne sont pas négociables. José Raúl Mulino a aussi réfuté toute influence étrangère. Selon lui, le canal est entièrement sous contrôle panaméen.
Une précision pour rappeler que ni la Chine, ni les États-Unis, ni aucune autre puissance mondiale n'interviennent dans sa gestion. Le canal n'est sous le contrôle direct ou indirect ni de la Chine, ni de l'Union européenne, ni des États-Unis, ni d'aucune autre puissance mondiale. En réponse aux critiques de Donald Trump sur les frais imposés, Moulineau a défendu la politique tarifaire du canal de Panama, fixée en fonction des coûts et de la demande. Le canal reste un élément central de l'économie du pays, générant environ 20% des revenus du gouvernement. Aux portes de ce centre de réhabilitation en Syrie, des centaines de soldats veulent être pris en compte dans le programme d'amnistie pour les soldats et les agents de police qui n'ont pas participé aux crimes du régime du président déchu Bachar el-Assad. Ceux qui servaient dans l'armée sont venus ici pour régulariser leur situation. Nous espérons qu'ils vont reconsidérer notre statut. Nous n'avons été impliqués dans aucun des bains de sang. Nous servions simplement le pays il y a longtemps. Samedi à Damas, les soldats de l'ancien gouvernement ont officiellement intégré la nouvelle armée syrienne, un processus organisé par les nouveaux maîtres de Damas. Ici, c'est un centre de régularisation pour les soldats, officiers et militaires du service obligatoire de l'ancien régime. Ils viennent ici au centre remettre les éléments liés à leur service auprès de l'État syrien, comme les mitrailleuses, les pistolets, les cartes d'identité. Puis nous leur donnons une nouvelle carte d'identité temporaire de réhabilitation en attendant de leur délivrer une carte permanente. La vague de violence qui a suivi la chute de Bachar al-Assad a très vite été maîtrisée et cette organisation de l'armée aussitôt lancée est un franc succès. Nous avons été surpris par les chiffres. Nous avons ouvert des centres et l'affluence est énorme. Les soldats se comptent par milliers comme nous pouvons le constater. Environ 1500 personnes dans ce centre. Le groupe militant Ayatari al-Sham, autrefois affilié à Al-Qaïda, a mené l'insurrection contre Assad, mais il est désormais engagé à la reconstruction du pays et à l'unification de ses nombreuses factions. L'inclusion, l'un des grands défis de l'intelligence artificielle, un sujet central abordé lors du forum sur la gouvernance de l'Internet à Riyad. Des experts de 160 pays ont échangé sur l'importance d'intégrer les communautés locales et les langues dans les systèmes numériques pour les rendre plus représentatifs. Pour de nombreuses régions du monde, les systèmes d'IA ne représentent pas vraiment ces populations, car ces systèmes ne sont pas conçus par elles ou par leur communauté, et les données nécessaires ne sont pas disponibles. Il y a aussi un problème d'accès à la puissance de calcul. Il faut disposer de systèmes informatiques puissants pour entraîner ces modèles. Le forum a mis l'accent sur des initiatives visant à développer des technologies inclusives, notamment dans les domaines critiques comme la santé ou l'éducation. Nous voulons que les gens puissent vraiment être eux-mêmes et utiliser leur propre langue. Pourquoi ? Imaginez un système de bout en bout dans un domaine comme la santé. Vous avez un patient et un professionnel de santé qui discutent. Vous pourriez décrire ce qui vous fait souffrir dans votre langue, ce qui est naturel pour vous. Mais si vous devez passer à une langue dominante comme l'anglais ou le français, vous faites alors une traduction, voire 2 niveaux de traduction. Cela peut entraîner une mauvaise description de votre problème. En travaillant sur des systèmes dans nos langues, cela permet aux gens de communiquer de manière plus naturelle et détendue. L'intelligence artificielle comporte d'autres défis, comme la régulation et l'accès équitable aux technologies.